Bonjour à tous et à toutes. Et je rappelle le fonctionnement de notre webinaire. Pendant 1 heure, on donne la parole à Sébastien Monfort, qui est donc le directeur de l'UICN France, et à Maud Lelièvre, si elle arrive à nous rejoindre, qui en est la présidente. Puis ensuite, je vous laisse la parole pendant une demi-heure pour les questions-réponses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions sur le chat si vous en avez besoin et à lever la main. Donc, mais pendant 1 heure, je leur laisse la parole. Alors, le congrès donc de l'UICN s'est déroulé à Abu Dhabi, assez loin. Il y a 4 ans, on avait un peu plus de chance puisqu'il était proche de nous, il était à Marseille. Moi, j'y étais et j'avoue que c'est un moment extrêmement important où les gens se rencontrent, discutent, vraiment ont des projets et les mettent en place. Enfin, la société civile était encore une fois extrêmement représentée, ainsi que des experts, puisqu'il y avait 17 000 experts présents. Donc, il est évident qu'il s'est passé des tas de choses et que on abordera que quelques éléments du congrès et je vous invite bien sûr à aller sur le site de l'UICN si vous voulez d'autres détails. Alors, Sébastien Moncor, je vais vous laisser la parole donc pour nous expliquer en gros quelles ont été les grandes lignes et les grands moments de ce congrès qui enfin, se renouvelle, je le rappelle, tous les 4 ans. Là, il a eu lieu avant la COP 20 de la CITES, hein, dans lequel il joue un rôle. Vous allez nous l'expliquer via la liste des espèces protégées. Et je rappelle que la COP 20 de la CITES ouvre le 24 novembre, c'est-à-dire après Belém. Et on est dans une grande période, enfin dans une période importante en termes de biodiversité, puisqu'il y a eu Cali l'année dernière, il y aura une autre COP biodiversité l'année prochaine, et bien sûr, tout le travail qu'a mené l'UICN vient nourrir l'ensemble de ces grandes réunions des partis et des gouvernements. Alors, Sébastien, à vous pour nous faire un point un peu sur ce congrès. Merci beaucoup, Dominique. Peut-être, est-ce qu'il est possible de faire rapidement un petit tour de table pour savoir qui est présent? Alors, pour l'instant, écoutez, j'ai Claudie Houssard, hein, qui est présente, hein. Il y a Gilbert David. Alors, j'ai Léo Lamotte, hein. Je ne sais pas quel support, Léo. Je ne vous vois pas non plus. Il y a Dalia. Et vous êtes de quel support, Dalia? Bonjour, je suis assistante communication. Je travaille avec Camille D'accord. Aspara. Et donc, Constance que je ne vois pas. Enfin, qui est en ligne. Moi, j'ai les participants en ligne. Allez-y, on est pour l'instant 6. Et donc, c'est à bien enregistré et ça pourra être diffusé du coup sur le site Enregistré, et ça internet pourra et être vous diffusé aurez. après sur Internet. Voilà, Et il merci. y avait une vingtaine d'inscrits. Mhm. Très bien. Ben, merci, Dominique. Oui, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, le congrès mondial de l'UICN, c'est le grand rassemblement de toute la communauté mondiale de la conservation de la nature, avec, peut-être le préciser dès le début, une différence vis-à-vis des COP, c'est que dans sa composition, en fait, l'UICN réunit à la fois des États, ils sont 92, des agences publiques, des ONG qui constituent la majorité des membres de l'UICN, à peu près les trois quarts. Et donc, lorsque les décisions sont prises lors du Congrès mondial de l'UICN, en particulier lors de la deuxième partie, parce qu'il y a deux grandes parties dans le Congrès mondial, il y a une première partie qui est le forum, et c'est ce que vous évoquiez, c'est ce vaste espace d'échange sur les différentes approches de conservation de la nature, les résultats qu'elles ont donnés, des débats sur les différents sujets, les différents enjeux. On traite vraiment de toutes les thématiques qui sont liées aux enjeux de conservation de la biodiversité. Et donc la deuxième partie, c'est l'Assemblée générale qui est là, proprement réservée aux membres de l'UICN. Et donc à la différence des COP, en fait, on a deux chambres qui votent. On a une chambre gouvernementale
donc qui réunit les États, les agences publiques et les collectivités locales. Donc c'est une nouveauté depuis le Congrès mondial de Marseille, puisque sous notre initiative, en fait, on a réussi à créer une nouvelle catégorie de membres au sein de l'UICN pour les collectivités locales, et donc une deuxième chambre qui rassemble toutes les ONG. Et notamment, ça c'est depuis 2016, donc avant le congrès de Marseille, c'était le congrès à Hawaï qui a créé une nouvelle catégorie de membres pour les organisations de peuples autochtones. Donc ils prennent évidemment de plus en plus d'importance dans les débats. Pour ceux qui suivent la COP biodiversité, vous le voyez, c'était déjà le cas à Marseille, c'était encore le cas ici à Abu Dhabi, l'importance en fait du rôle des peuples autochtones dans la conservation de la biodiversité. Donc l'originalité, c'est pour que les décisions soient adoptées, il faut que la chambre gouvernementale vote à plus de 50% et la chambre non gouvernementale à plus de 50% également. Ce qui fait que les États ne peuvent pas voter une décision contre l'avis majoritaire des ONG et qu'inversement, les ONG ne peuvent pas faire voter une décision contre l'avis majoritaire des États. Donc Alors ça, on en reparlera d'ailleurs voilà. à la fin de notre entretien quand on évoquera finalement comment un État peut faire basculer le Congrès, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, donc ce qui est en fait très intéressant, c'est que contrairement au COP où seuls les États votent les décisions, là, on a vraiment deux chambres qui doivent voter les décisions. Donc, le principal en fait résultat, c'est ce qu'on attend en fait de ces congrès, c'est effectivement la voix de l'UICN qui porte et qui influence beaucoup l'agenda international de la conservation de la nature. Donc l'UICN, La fameuse liste la des fameuse espèces. liste rouge, et par les motions qu'elle adopte, en fait, a été l'origine de grandes décisions. Donc, vous avez fait référence, par exemple, à la CITES, donc cette convention internationale qui réglemente le commerce des espèces menacées. Donc, c'est une motion adoptée par l'UICN qui a demandé la création d'une convention internationale pour lutter contre enfin, pour réguler le commerce international des espèces menacées. C'était vrai aussi pour la Convention sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc Donc la liste rouge, finalement établie par l'UICN, n'a de valeur qu'à partir du moment où elle passe en COP. elle est en fait la liste rouge des espèces menacées du CN, alors qui est maintenant depuis complétée par une liste rouge des écosystèmes, qui est une vraie nouveauté depuis quelques années. Donc l'UICN s'emploie à le développer au niveau international avec une méthodologie similaire qui aide à savoir si l'écosystème en fait est menacé ou pas. Et donc pour les espèces, on évalue en fait le risque d'extinction. La probabilité de risque d'extinction, et pour les écosystèmes, c'est ce qu'on appelle le risque d'effondrement, c'est-à-dire qu'un écosystème devient complètement inopérationnel, c'est-à-dire n'est plus capable à complètement changer, c'est complètement transformé. Donc ça, c'est vraiment c'est les outils de connaissance que l'UICN a mis en place au niveau international et qui permettent vraiment de guider les décisions qui sont prises lors des COP. Donc par exemple, la liste rouge des espèces menacées sert à savoir si une espèce est menacée ou pas dans le monde, et si oui, est-ce qu'elle l'est par le commerce international, et donc ça appelle à des mesures après auprès de la CITES pour le réguler. Donc, je disais, en fait, c'est les principaux résultats en fait, des congrès de l'UICN, c'est les motions, donc en fait, les positions qu'adopte l'UICN sur un certain nombre de sujets. Et donc là, au total, on a eu 144 motions qui ont été adoptées sur différents sujets qui permettent euh, de déterminer quelles sont les positions du CN dans un processus qui est complètement démocratique, puisque ce sont en fait l'ensemble des membres de l'UICN dans le monde, donc plus de 1400 organisations qui travaillent à des projets de motion et qui les soumettent après au débat et à leur adoption au niveau du Congrès mondial. Mais alors, ça sert essentiellement à quoi? À mettre en place une vision dans la mesure. Quelle est la force, en gros, de coercitive, légale, Mhm, autoritaire mhm. de l'UICN et
le reste, par exemple, je sais que vous fondez une politique, vous donnez les éléments pour une politique de conservation juste, équitable, etc. Voilà. Alors, les motions de l'UICN n'ont pas de valeur juridique contraignante pour les États, mais en fait, c'est la force d'influence de l'UICN Moral, c'est moral. sur morale sur les politiques internationales, et les États y sont très attentifs puisqu'ils savent que c'est de par la diversité de ces 1400 organisations membres, son réseau de 17 000 experts. Ce sont des recommandations qui sont fondées sur la science, qui ont été adoptées démocratiquement, donc qui ont une vraie valeur morale après pour influencer et structurer les politiques. Et alors, on peut passer au stade de l'obligation quand après, en reprenant ces éléments par l'intermédiaire des COP. Exactement. Donc c'est là où il y a des motions qui peuvent après devenir juridiquement contraignantes. Donc si je reprends mon exemple de la CITES, donc c'est une motion de l'UICN qui a demandé la mise en place d'une convention pour réguler le commerce international des espèces menacées. Donc cette motion n'a pas de valeur contraignante, mais a invité les États, a convaincu les États à engager des négociations pour mettre en place cette convention internationale, dont après les décisions, elles, sont juridiquement contraignantes. Alors, on va revenir maintenant donc sur ces décisions. Donc, la liste des espèces, la liste rouge, hein, vous l'avez augmentée encore, hein. Chaque année, elle prend une vision différente, hein. Oui. Cette année, quels ont été les grands points sur lesquels vous avez insisté? Oui, alors l'UICN en fait poursuit en fait année après année les évaluations. Donc on a à la fois des évaluations de nouvelles espèces qui n'étaient pas encore couvertes, ou soit Alors, lesquels? on réévalue régulièrement aussi le statut d'espèces qui ont été anciennement évaluées, par exemple il y a 10 ans, mais dont la situation peut avoir changé. Donc là, il y a trois principaux résultats à retenir de cette liste rouge mondiale. La première, c'est donc sur les espèces de phoques arctiques, donc qui confirme que le changement climatique amplifie les menaces pour ces espèces, donc plus largement toutes ces espèces de la zone arctique, puisqu'on avait l'ours blanc qui était déjà classé comme vulnérable en raison de l'intensification du changement climatique. Donc là, on se retrouve dans une situation similaire. Donc le statut de différentes espèces de phoques arctiques s'est dégradé, donc principalement en raison du changement climatique, avec lié en fait à la fonte de la banquise, donc qui leur permet d'avoir moins de lieux Passe. de reproduction, de repos, moins d'accès à leurs ressources alimentaires, et donc leur vulnérabilité s'est accrue. Le deuxième grand résultat, c'est la réévaluation de l'ensemble des espèces d'oiseaux au niveau mondial. Donc même si le pourcentage reste stable, on est environ à 12% d'espèces d'oiseaux qui sont menacées dans le monde. Ça fait environ une espèce d'oiseau sur 8. Néanmoins, on constate il y a un déclin beaucoup plus marqué des effectifs. Donc là, on a 60%, 61% pour être tout à fait exact, des espèces d'oiseaux qui ont leurs effectifs qui sont en déclin, contre 44% il y a environ une dizaine d'années. C'est à relier, c'est ce qu'on constate également en France, vous savez, avec l'indice Stock, publié régulièrement par le Muséum, qui montre une chute des effectifs d'oiseaux, en particulier dans les milieux agricoles. Et le troisième enseignement, c'est pour terminer sur une bonne nouvelle et montrer que la conservation de la nature euh, apporte des résultats. Et c'est l'amélioration en fait du statut de la tortue verte, donc qui est une des espèces de tortues marines dont le statut s'est amélioré. Donc la population a augmenté de 28% depuis à peu près 30 ans, qui montre que les actions de conservation de la nature, que ce soit la protection des plages, la lutte contre le trafic, les opérations aussi pour diminuer les captures accidentelles dans les filets de pêche, eh ben, ont porté leurs fruits à travers ces différentes actions qui ont été menées de par le monde et qui voient une amélioration du statut de la tortue verte. Ah, par contre, vous avez
constaté des dégâts davantage chez les pollinisateurs. Oui, alors il y a une deuxième communication qui a été faite, qui est là sur la région Europe. Donc c'est la liste rouge pour la région Europe qui a porté sur les pollinisateurs, donc principalement les espèces d'abeilles sauvages, de bourdons et de papillons. Et donc là, les résultats ont montré que on avait davantage d'espèces qui étaient menacées, que ce soit chez les abeilles sauvages ou chez les papillons. Il y a en fait une dizaine d'années, il y avait beaucoup d'espèces qui avaient été classées comme données insuffisantes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de connaissances. Et ces connaissances se sont approfondies, ont permis de mener les évaluations et on a vu une augmentation du nombre de ces espèces, principalement due en fait à l'intensification de l'agriculture. Voilà, c'est pas, L'usage des pesticides. voilà, c'est comme on pouvait s'attendre. Donc la disparition des habitats naturels, aussi l'artificialisation des milieux et les différentes pollutions et notamment l'usage des pesticides. Alors justement, puisqu'on parle de l'artificialisation des milieux, vous êtes intervenu aussi beaucoup sur comment les nouvelles manières, enfin la standardisation des solutions qui sont liées à finalement à la nature directement Oui, donc l'UICN a mis en et sur la place en nature. fait un standard mondial sur les solutions fondées sur la nature. Donc c'est l'UICN qui est à l'origine de cette nouvelle approche qui veut montrer comment, à travers la protection ou la restauration de la nature, on peut répondre à des défis globaux qui sont autres que la conservation de la nature, qui sont par exemple le changement climatique, la sécurité alimentaire, la santé ou l'approvisionnement en eau. Donc c'est pour montrer La que montée de la mer. et la montée de la mer, exactement, tous les risques naturels qui sont associés au changement climatique, comme la submersion marine, l'érosion côtière, aussi les inondations, les incendies, et montrer que c'est pas forcément des solutions technologiques ou qu'on peut qualifier ou d'infrastructures grises, pour reprendre votre exemple de la submersion marine, la construction de digues sur le littoral, qui peuvent répondre le plus efficacement à ces risques et que on peut combiner à la fois que la protection et la restauration des écosystèmes apportent des solutions qui peuvent à la fois limiter, réduire ce risque et tout en étant bénéfiques pour la conservation de la biodiversité. Et comment établissez-vous un standard? Alors, ce standard, il est établi, en fait, on mobilise toute notre communauté d'experts et de membres puisque, effectivement, au-delà de la définition des solutions fondées sur la nature, on peut avoir des dérives dans l'application. Par exemple, planter des arbres de façon monospécifique en disant c'est bon, j'ai utilisé la nature pour stocker le carbone. En fait, une plantation monospécifique n'a pas d'intérêt pour la biodiversité. Il y a très peu de biodiversité forestière, donc ça a peu d'intérêt. Donc ce standard, c'est pour encadrer et que les projets de solutions fondées sur la nature soient bien construits, donc avec différents critères et différents paramètres qu'on doit respecter pour qu'on ait un projet qui apporte des résultats concrets à la fois pour la biodiversité et pour le défi sociétal qu'on vise. Donc, en fait, ces standards permettent d'éviter le greenwashing. Exactement, tout à fait. Et s'assurer qu'on ait vraiment des projets qui soient robustes et qui soient capables de délivrer leurs résultats et atteindre leurs objectifs. Alors, je vois sur mon écran, j'ai l'impression que Maud nous a rejoint. Oui, des soucis Ah de oui. train ce matin. Ravie Bonjour de vous voir. Maud. Alors donc Maud Le Lièvre, qui est donc présidente de l'UICN France. Merci Sébastien. Donc je vais en profiter pour laisser la parole à Maud maintenant pour nous parler d'une des décisions. Je suppose aussi que ça a été lié à son rôle dans les écomères sur, vous nous avez parlé de cette nouveauté concernant l'arrivée des collectivités locales sur les décisions de l'UICN. Et j'ai vu aussi que vous aviez tout un programme de petites initiatives. Et on sait que c'est assez fondamental parce que finalement, les financements vont souvent que aux très grosses initiatives qui sont très difficiles à monter et qui n'ont pas toujours dans tous les pays, on n'a pas toujours dans tous les pays la possibilité de monter les dossiers concernant les grosses initiatives. Donc parlons un peu de ces petites initiatives, Maude.
Merci. Bonjour à tous. Peut-être dans la continuité de ce qu'a dit Sébastien. Donc, on a effectivement ce programme Petite Initiative copiloté par l'UICN et le FFEM avec aussi des fonds de fondation qui financent des centaines de projets qui sont portés par des ONG, notamment en Afrique, et qui a permis, depuis sa création, de modéliser des solutions localement pertinentes en matière de restauration d'habitat, de lutte contre le braconnage avec des expériences tout à fait innovantes basées sur les solutions fondées sur la nature, de gestion communautaire de ressources, d'entrepreneuriat vert. Et les exemples, ils sont vraiment enfin, très divers. Restauration de la mangrove et autonomisation, parce qu'on a toujours un volet social, par exemple dans le delta du Saloum, ou de la création de forêts communautaires, ou la lutte contre les feux en Afrique centrale, la protection des éléphants pour éviter la coexistence difficile parfois faune sauvage, animale en Côte d'Ivoire, la protection de tortues marines au Cameroun. Tout ça, c'est des exemples. Et puis celui que j'aime beaucoup, que je vais peut-être illustrer, qui est un exemple qui a été porté par les équipes de France sur la création d'un restaurant communautaire à Lambaréné, au Gabon, qui a permis de convaincre la population locale d'éviter de consommer et de surtout chasser, prélever trop de viande de brousse, et leur a permis de créer un restaurant communautaire qui abonde aussi la communauté de femmes et permet de faire des actions sociales. C'est vraiment un projet très réussi depuis de longue date du comité Élevage français. alors? Pardon? Par un petit élevage? Il y a un restaurant communautaire, il y a du poulet. Voilà, on remplace différentes espèces sauvages par des espèces domestiques. Mais c'est toujours gagnant-gagnant. C'est gagnant pour la biodiversité, gagnant pour les communautés locales, et puis gagnant aussi dans le rapport de coopération. On a vraiment, avec les gens qui s'en occupent au sein du comité français, un vrai rapport de dialogue et d'équité avec les populations locales, ce qui n'arrive pas toujours avec les grands bailleurs qui ont tendance à arriver avec des projets qui descendent, où il faut un certain niveau. C'est vraiment ce dont se plaignent les gens sur le terrain, un certain niveau, un certain nombre d'équipements. Or, c'est souvent contraire avec nos questions de préservation de la biodiversité. Donc voilà, c'est un exemple réussi. On a fêté la nouvelle tranche. En tout cas, on a annoncé la nouvelle tranche d'investissement et de travail à l'occasion du Congrès mondial. Et je pense que si vous êtes les uns et les autres intéressés, il y a plein de belles histoires locales sur chacun des points que vous pouvez imaginer. Et je pense que les équipes seront ravies de pouvoir les illustrer, vous transmettre un certain nombre de choses. Et ça nous permet aussi, nous, à l'UICN, d'avoir un vrai réseau à égalité avec nos correspondants en Afrique Mais je francophone crois que notamment. ça correspond bien aussi à ce qui était à un des soucis de la COP16 sur la biodiversité au niveau des financements, qui voulait de plus en plus avoir la maîtrise des financements et justement sur des projets extrêmement concrets et un peu moins sur des projets qui seraient des espèces de standards, quoi. Et puis on a un changement aussi dans le rapport, on était à la COP 16, on a un changement aussi dans le rapport, peut-être avec les pays du Nord, il y a vraiment une volonté de décider, c'est ce que porte de toute façon l'UICN avec le soutien aux populations locales, aux communautés locales, le soutien aux peuples autochtones, c'est que les gens doivent être codécisionnaires, c'est la meilleure garantie pour permettre que les projets permettent d'exister dans la durée, pas simplement à travers le financement, mais aussi le fait que la population s'en empare. Voilà, donc je pense que c'est un exemple réussi. On peut vous renvoyer, si vous voulez avoir plus d'illustrations, vers notre site internet qui le Je, détaille pour je partie. crois que bon, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose sur lequel il va falloir effectivement travailler un peu. Alors, là, vous l'avez dit, la France était quand même extrêmement présente, hein, à Abu Dhabi et a marqué un peu sa présence justement. Alors, il y a des régions françaises qui perdurent, hein, qui avaient un label déjà et qui gardent ce label, qui ont été reconduits. Les sites liste verte, alors autre, c'est bien parce qu'on parle que des réussites aujourd'hui, et on en a beaucoup, mais effectivement, enfin, l'UICN France, le comité français a poussé à la création de ce label de l'UICN sur les aires gérées durablement. Et on a 3 sites qui ont été renouvelés à cette occasion, puisque c'est pas des labels, c'est pas des awards, c'est pas donné pour une fois, ça valorise vraiment une gestion et une temporalité. On a
un petit peu moins de la moitié aujourd'hui des sites qui sont labellisés au niveau mondial. Et surtout, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner nos partenaires aussi sur le terrain ailleurs qu'en France. Alors évidemment, d'abord en France, en métropolitaine, en France, en Outre-mer, pour que ces sites existent, mais aussi d'accompagner d'autres partenaires, parce que qui dit label dit à chaque fois difficulté de pouvoir accéder à des standards, de pouvoir le faire correctement et dans la durée. Et donc, de la même façon, on aime aussi pouvoir vous emmener sur le terrain. On aura plaisir à vous emmener sur les sites qui ont été renouvelés ou les prochains sites peut-être qui seront Alors, labellisés pour parlons-en. pouvoir avoir des exemples. Donnons leur nom, puisqu'ils sont trois seulement sur les trois labels qui ont été renouvelés. Alors, on a la mer d'Iroise, c'est ça, Sébastien? Ouais, le parc naturel marin de la mer d'Iroise et deux réserves Dans les biologiques Vosges. forestières qui sont gérées par l'Office national des forêts, qui sont situées dans le Bas-Rhin. C'est la réserve de Hochfeld et du Champ de Feu. Alors, le champ de feu, Et c'est quoi? C'est C'est où? une, c'est une c'est le nom réserve de la mer. biologique forestière dans le Bas-Rhin, en Alsace. D'accord. Et, Alors, et- donc, et ce qui est important, effectivement, à travers la liste verte, et parce que, comme vous faites référence la COP, à COP Biodiversité, donc au cadre mondial qui a été adopté en 2022 à Montréal, donc c'est l'objectif dont on a peut-être le plus parlé, c'est l'objectif 30-30, donc de 30% d'aires protégées d'ici 2030. Donc on parle beaucoup en fait de l'extension de la superficie des aires protégées, qui est tout à fait nécessaires pour, notamment pour couvrir les principales zones à enjeu pour la biodiversité mondiale. Mais nous, on met sur le même plan à égalité en fait l'efficacité de la gestion, c'est-à-dire c'est pour couper court un peu au syndrome de ce qu'on appelle les paper parks, donc les parcs de papier, c'est-à-dire des aires protégées qui existent dans un texte juridique mais qui n'ont pas de vraie réalité sur le terrain. Donc l'efficacité de la gestion en fait des espaces protégés pour qu'elles puissent délivrer des résultats concrets en matière de conservation de la biodiversité est tout aussi importante et ça figure bien dans l'objectif 30-30, c'est-à-dire qu'on veut un réseau de 30% d'aires protégées à la fois marines et terrestres qui soit efficacement géré. Donc le standard en fait de l'UICN sur la liste verte, c'est à la fois une méthodologie, donc ça aide en fait les gestionnaires à mettre en place un bon plan de gestion qui comporte tous les bons éléments, tous les bons ingrédients pour pouvoir protéger efficacement la nature. Et donc le deuxième volet, c'est une labellisation, c'est-à-dire que dès l'instant que l'aire protégée répond aux critères, elle peut soumettre une candidature et recevoir ce label international, donc qui est une vraie récompense et reconnaissance des efforts de gestion et de protection qui ont été mis en place. bon, je pense que de toute façon, via les questions tout à l'heure, on reviendra un peu sur ce problème des aires protégées. Alors, Mhm. moi, je voudrais simplement que vous précisiez peut-être un peu, pareil, dans votre communiqué de presse, hein, vous parlez d'avancées concernant les financements. Or, on sait, dans cette période où on discute le budget, où on voit que les associations sont extrêmement contraintes, etc. Est-ce que la France s'est positionnée aussi sur cette avancée financière ou bien est-ce qu'on a une restriction sur cette dimension? L'un Alors ou l'autre, hein, je ne sais plus. là, on a Ouais, plutôt parlé des financements internationaux. Donc, Donc, vous ce dont savez, on parlait tout à l'heure, les petits financements, etc. pas alors pas uniquement en forcément fait les petits financements, non. ouais, pas uniquement en fait ce que dit l'UICN, c'est que elle a un plan qui s'appelle Nature 2030 sur la diversification des ressources et ce qu'elle cherche à faire aujourd'hui, parce qu'évidemment il n'y a pas que la France, c'est mobiliser ce qu'on appelle les fonds hybrides, la philanthropie, les financements publics quand c'est possible, des financements internationaux avec des bailleurs, des dispositifs innovants comme la rémunération des services écosystémiques, même si c'est encore beaucoup en discussion, ou des labels. Et voilà ce que porte l'UICN international. Après, évidemment, on avait une motion particulière sur laquelle on pourra revenir. Pour répondre à la question sur la France, aujourd'hui, je pense qu'on scrute tous avec intérêt et inquiétude
notamment sur toutes les ONG qui font du concret, de la mise en œuvre, comme nous on peut le faire, les fonds qui peuvent être attribués. On a besoin de financement pour déployer des listes rouges pour différents dossiers. C'est ce qu'on fait dans le cadre du partenariat avec l'État. Et puis, je pense qu'il va falloir être innovant demain. C'est absolument, enfin, c'est le message en tout cas de l'UICN, parce que un certain nombre d'États contribuent moins qu'ils n'ont pu le faire par le passé et que on ne peut pas tout faire reposer sur de la philanthropie. Ah oui, parce que en fait, quand je lise, j'ai été très étonnée par cette notion d'avancée concernant le financement. Ce sont des avancées en prospective, en fait, hein. C'est-à-dire que les budgets 2025, hein, enfin les budgets que vous avez rencontrés, ne sont pas des budgets améliorés. Bah, si vous voulez, là, on a principalement discuté en fait de la situation des financements internationaux. Si vous vous rappelez justement dans le cadre mondial de la biodiversité, il est fait état en fait d'un déficit de 700 milliards de dollars par an pour financer la conservation de la nature. Donc il y a d'une part les efforts que pourront faire les États, donc pour augmenter les financements de 200 milliards. On a aussi évidemment le chantier de la réforme de ce qu'on appelle les subventions néfastes pour la biodiversité. Et là, en France, il y a eu un rapport conjoint de l'Inspection générale de l'environnement et des finances pour identifier en fait là où on pourrait réformer ces subventions néfastes, hein, qui touchent principalement le domaine de l'agriculture. Et donc l'autre enjeu, comme l'a dit Maud, c'est accroître en fait l'investissement et la part de financement privé. Donc qui peuvent être soit de la philanthropie, mais aussi des entreprises qui ont envie de s'engager pour contribuer aux objectifs mondiaux de la biodiversité. Et donc là, en fait, l'innovation qu'on a apportée, c'est la notion de certificat biodiversité, c'est-à-dire de permettre de structurer en fait investissement financier des entreprises pour que ce soit fait dans un cadre précis et puisse contribuer par des financements en fait additionnels, volontaires, positifs pour la nature. Donc donner un cadre en fait à cet investissement privé qui Précis et permette après aux contrôlé, entreprises de répondre aux objectifs mondiaux. précis et contrôlé. C'est-à-dire, est-ce que vous avez soumis ces financements justement à un contrôle et à un point, un rendu au prochain congrès? Alors justement, le débat est en cours. C'est un travail qui a été lancé au niveau international sur lequel on a voulu contribuer justement à travers cette notion de certificat qui permet à la fois de pouvoir mesurer en fait les gains de biodiversité sur un site, mais c'est pas toujours évident. Et on travaille aussi, et c'est un travail qui est fait par le Muséum national d'histoire naturelle et la Fondation de recherche sur la biodiversité à identifier quelles sont les pratiques favorables à la biodiversité et donc de pouvoir guider et en fait accompagner la mise en place de ces pratiques qui permettront après, si elles sont bien réalisées, d'obtenir des gains pour la nature. Oui, parce que on sait que enfin, les certificats, l'équivalent des certificats, a pu être totalement dévoué. Bon, alors parlons maintenant. Enfin, on va pas revenir. Je suppose que vous avez beaucoup parlé de l'océan, de la cryosphère. On va pas s'attarder trop parce que on a beaucoup travaillé au sein de l'AGE sur Nice, et sur l'UNOC et avec sur Haïdé Savastre, hein. Donc, je vais passer tout de suite à autre chose. Donc, vous avez évoqué, Peut-être juste rappeler sur l'océan quand même la bonne nouvelle qui est oui, donc que maintenant on a les signatures pour BBNJ. voilà, les 60 États qui ont ratifié BBNJ et que donc on va pouvoir passer à l'action. C'était le sens d'une motion qu'on a déposée avec nos membres pour que l'UICN soit vraiment proactive pour proposer justement aux États un réseau, différentes propositions d'aires marines protégées dans la haute mer et qu'on puisse maintenant passer à l'action pour construire ce réseau Il va falloir aller vite, hein, parce que international. la première COP océan va sans doute arriver assez tôt. Tout à fait. C'est pour ça qu'on veut que l'UICN soit vraiment pleinement mobilisé. Bon, c'est déjà un thème qui avait été identifié dans son nouveau programme mondial qu'on a adopté aussi lors du congrès, un programme qui couvre la période 2026-2029, voilà, pour que l'UICN soit force de proposition.
pour cette haute mer qui représente 64% de l'océan, mais qui n'est fortement protégée qu'à moins de 1%. Donc on a un très gros enjeu. Alors, passons donc à un autre dossier qui est celui d'une seule santé. Là encore, nous travaillons à la JE de longue date sur ce sujet dans la mesure où forcément la COP Climat a vraiment porté aussi ce souci d'une seule santé. Et c'était lié à un autre thème, par contre, que je voyais pour la première fois, qui est la libre évolution. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que c'est que cette libre évolution? Alors la libre Ça évolution, définit, pardon, ouais, tu vas-y. veux- oui, on a adopté, enfin la définition qu'on a aujourd'hui consacre une non-intervention humaine comme un volet de gestion écologique. Ça ne veut pas dire ne rien faire pour ne rien faire, mais c'est la création de réserves, de zones test dans lesquelles on peut avoir des dynamiques naturelles. Et le sujet côté français, je pense, a vraiment été émergent, en tout cas du côté du grand public cet été avec les feux de forêt massif qu'il y a eu, notamment celui dans l'Aube. L'idée, c'est vraiment de compléter des pratiques traditionnelles de gestion, de favoriser la résilience et d'enrichir le patrimoine naturel à long terme. Donc, ça va être une solution sur une partie des territoires. Nous, enfin, ça fait longtemps que le comité français y travaille. On a fait déjà 2 séminaires les années précédentes en partenariat avec l'UNESCO. Et c'est un sujet sur lequel on voit même les parlementaires finalement aujourd'hui ou des gens qui n'avaient pas ça au cœur de leur réflexion, y être plus sensibles. Donc voilà, peut-être rendez-vous aussi pour les journalistes qui s'y intéressent plus particulièrement en début d'année prochaine ou en tout cas pour nos prochains travaux et avec une illustration de ce qu'on a pu porter les 2 dernières années. Cette Alors idée. effectivement, c'est une question que nous avons soulevée au sein de l'association, dans la mesure où effectivement, après les méga-feux de l'Aude, on a eu immédiatement des données économiques et des données en nombre d'hectares, hein, ou en nombre de biens démolis. Mais c'est seulement aujourd'hui que s'effectue le comptage sur les animaux, sur la biodiversité elle-même, qui a été euh, touchée par ces feux, et sur les sols, l'état des sols. Donc, on espère avoir ces résultats euh, pareils, hein, dans le début de l'année 2026. Est-ce que vous y travaillez, vous, à ces comptages? Le CNRS y est, je sais. Alors nous, on ne travaille pas directement sur les comptages, un peu comme pour l'établissement de la liste rouge, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas les inventaires des différentes espèces sur le terrain. Par contre, on utilise après les données pour identifier, savoir si les espèces sont menacées ou pas. J'ai évoqué tout à l'heure la question aussi, donc maintenant, de la liste rouge des écosystèmes. Donc on pourrait évaluer l'état des écosystèmes. Et ce qu'on veut promouvoir à travers la libre évolution, c'est donc aussi la régénération naturelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans des opérations de régénération assistée où on va planter, que ce soit des plants de mangrove, que ce soit des plants forestiers, mais qu'on compte aussi sur la régénération naturelle et donc miser aussi dans certains sites et quand c'est possible, sur la capacité de la nature à se régénérer en mettant en avant ces processus naturels et en étant plutôt dans une dynamique d'accompagnement plutôt que d'intervention active. D'accord. Et donc, vous avez l'intention de communiquer sur ces choses-là? Ben, on a Oui, déjà commencé. Enfin, c'était d'ailleurs au cœur du livre qu'a fait notre ancien président, Patrick Blandin, qui s'appelle Alliance avec la nature, que je vous invite à le lire si vous voulez en savoir plus, qui justement repart de réflexions relatives à l'attention portée aux autres êtres vivants, l'intermédiaire d'actions concrètes. Et voilà, je pense que ça, c'est une bonne illustration. Très bien. Alors, sur les problèmes qu'on vient d'évoquer, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non? sur, sur- Sur peut-être, enfin, moi, peut-être que Sébastien en a parlé, mais peut-être moi ce que je retiens de ce congrès, c'est qu'il y a quand même quelques tournants. Évidemment, les finances qui ont été évoquées, des tournants un peu inattendus,
sur, par exemple, l'intelligence artificielle. Il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient ne voyons pas le tout négatif et travaillons ensemble sur des solutions, que ce soit sur de la surveillance contre le braconnage, du suivi de replantation. Et voilà, je pense qu'on peut se dire que tout n'est pas forcément à jeter dans le progrès et que ça et la baisse des coûts financiers, par exemple du séquençage génétique, feront partie des solutions pour l'UICN pour avoir une meilleure approche et une meilleure connaissance, et puis aussi un meilleur suivi dans un contexte où les enjeux sont plus prégnants et les finances toujours plus réduites. Donc voilà, il y avait tout un exemple d'illustration à travers les différents sites. Et d'ailleurs, ce recours, en tout cas, ou cet intérêt pour les technologies nouvelles comme appui, simplement comme appui, hein, et pas évidemment comme objectif, font partie du quatrième pilier qui a été proposé dans l'appel à l'action d'Abu Dhabi, qui a été adopté à la fin du congrès, sur la nécessité de faire progresser les connaissances avec l'innovation. Voilà, Alors donc je pense qu'on a justement, aussi. Pardon. bon, ça faisait partie de toute façon des questions qui effectivement nous préoccupaient. Donc, vous avez parlé, tout n'est pas acheté dans le progrès. La biologie de synthèse, Ah, donc, mais tout n'est pas à prendre. voilà. Donc, serait un outil valable pour la conservation, je cite ce qui était mis, et bien sûr, parlons aussi du moratoire, hein, comment sur, contre la libération des espèces sauvages génétiquement modifiées, puisque c'est la France qui a fait basculer et qu'il n'y aura donc pas ce moratoire. Alors, parlons donc un peu de ces sujets qui sont des sujets plus difficiles et qui fâchent. Mhm. Pourquoi vous dites que Alors la peut-être. France a fait basculer? La France a voté en faveur, hein, du moratoire. Elle a voté en faveur du moratoire. Ah bon, bah Ah oui, alors, oui. Il y a un état, il y a un éca- En fait, cette il y a motion une voix 87 qui d'écart. était sur la prudence et l'éthique, elle a été adoptée par la Chambre des ONG, puisqu'il y a deux chambres, comme Sébastien l'a expliqué, mais on a la Chambre des États qui a voté et il y a un État de trop qui a rejeté ce moratoire. On peut rentrer dans les détails, mais je pense que c'est aussi symptomatique du fait qu'on n'a pas tous les mêmes solutions. Celui CEN, c'est une pluralité de langue, de culture, d'histoire et aussi de Oui, monde mais dynamique. essayons de préciser un peu parce que c'est quand même, quel était l'enjeu de ce moratoire exactement? L'enjeu, c'était de dire qu'en fait, il était trop tôt pour qu'on puisse déployer en fait ces technologies de la biologie de synthèse à des fins de conservation de la nature. Donc, la biologie de synthèse peut être utilisée, je dirais, Donnez in un exemple parce vitro. que biologie de synthèse, c'est pas clair pour tout le monde. C'est la manipulation en fait du génome de certaines espèces pour les rendre plus résistantes, que ce soit au changement climatique, à certaines maladies, de lutter contre les espèces exotiques envahissantes pour justement favoriser un moindre succès de reproduction et donc diminuer en fait leur nombre au fur et à mesure des générations. Donc là, on a vu Alors, est-ce que les moustiques, par exemple, en font partie? bah, les moustiques font partie des espèces animales, donc oui, ça peut en faire partie. Parce que ici, enfin, je veux dire à Montpellier, par exemple, aujourd'hui, c'est en cours, hein. Je veux dire qu'on rend effectivement les moustiques mâles stériles pour Mhm. éviter la propagation des moustiques, le moustique tigre étant une espèce qui commence effectivement à entrer. Donc, on n'a pas attendu, je veux dire, l'avis de Non, l'ICN. ben, c'est les débats et on est sans doute plus attentif en France à la question du principe de précaution, à se dire qu'on a des risques trop grands. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les débats internationaux, ceux qui ont été présentés à l'occasion du travail sur ces différentes motions, il y a un ensemble de partenaires qui voient les choses enfin, ou de membres de l'UICN qui se disent que ça peut être positif, produire des biocarburants à partir d'algues modifiées ou concevoir des bactéries dépolluantes qui sont capables de dégrader le plastique dans l'océan, c'est évidemment
c'est évidemment vu de façon positive. Nous, je pense qu'on a une attention particulière en Europe et particulièrement en France parce qu'on a une approche du risque qui est différente. C'est pour ça qu'on renvoie à différentes cultures et qu'on se dit que tout impact, on l'a vu par le passé dans d'autres domaines, notamment en matière de santé, tout impact non réglé ou en matière d'agriculture a des effets dont on ne connaît pas les conséquences aujourd'hui. Mais c'est vraiment, je pense, il y a une communauté au sein. C'est pas une idée de lobby. Je pense qu'on a une communauté internationale qui n'a pas la même approche, ni le même monde économique, ni le même point de vue sur le risque. Nous, on est français, on a une approche très principe de précaution. Dans le droit anglo-saxon, on a une approche de réparation. On l'a bien vu d'ailleurs sur les débats sur l'émotion. L'émotion française et francophone était très tournée vers cette anticipation du risque. L'émotion anglo-saxonne était sur la réparation ou la restauration parce que c'est pas le même prisme de droit. C'est pour ça que c'est important de travailler sur justement dans l'UICN, dans ce congrès de l'UICN qui est une sorte de plateforme préparatoire au COP. Sinon, quand les gens arrivent au COP, c'est trop tard pour se mettre d'accord. Donc, je pense que c'est vraiment, et ça je le dis parce que je l'ai vu par ailleurs, c'est pas une question de lobby, c'est une question de points de vue différents. Évidemment, les États sont toujours plus frileux que les ONG. Et donc, nous, ce qu'on dit et ce qu'on va maintenir, c'est d'ailleurs la seule motion qui a été rejetée sur toutes les motions qui ont été discutées, c'est de se dire qu'il faut encadrer et anticiper et pas réparer après quand il sera trop tard. Voilà. Très bien. Et vous qui êtes avocate, justement, et en plus spécialisée dans le droit de l'environnement, est-ce que vous avez l'impression, justement, que ces deux cultures dont vous venez de parler, que l'on retrouve partout dans le risque, dans l'assurance, etc., finalement, entre le droit français et le droit anglo-saxon, c'est quelque chose qui réussit en ce moment à bouger un peu? Ah bah, et clairement, il y a deux Enfin, on est cultures. de moins en moins nombreux. On doit être de moins en moins. Non, parce que finalement, au-delà des gens qui parlent français, on a quand même le même système de droit qui est assez correspondant dans une partie de l'Amérique du Sud, dans évidemment toute l'Afrique francophone, dans une partie de l'Europe, notamment l'Europe du Sud, donc en fait, et même l'Union européenne de façon générale. Donc on a quand même un droit de la précaution qui s'applique. Je pense que c'est vraiment important d'arriver à, si nous, on se parle pas et qu'on trouve pas des règles communes, comme nous, avec Sébastien, avec les équipes, quand on doit rédiger les motions, on doit les faire signer, de les faire accepter par d'autres que nous-mêmes. Sinon, ça sert à rien. Et surtout, elles ne passent pas les processus ni de sélection ni de vote. Et donc, il faut qu'on fasse nous aussi cet effort pour trouver un langage commun. Moi, Être je les rois pense du consensus. bah, pas du, oui, du consensus exigeant. Voilà. Parce que ça reste du consensus exigeant, mais d'arriver à rapprocher les points de vue et que c'est aussi bien vrai sur la mer que sur la protection des glaciers, sur donner aux autochtones les moyens de leurs décisions ou sur le droit et l'approche du droit. Moi, je pense que ce qu'on a voté et pas voté à ce congrès joue pour l'avenir. On est expert au comité français parce qu'on a été porté plusieurs congrès de suite des motions qui ont été rejetées, qui ont fini par être couronné de succès, notamment à Marseille. Donc, je pense que c'est bien de poser les principes. Il y aura 4 ans pour travailler et pour essayer de convaincre, faire des études, peut-être avoir aussi de l'expertise scientifique. Peut-être évaluer des risques. Il y a une nouvelle branche qui a été développée au sein de la Commission espèces internationale sur les animaux et le climat avec une évaluation des risques et comment faut-il ou pas adapter les espèces au climat qui arrive. Donc ça va être aussi des études scientifiques qui permettront d'abonder une évaluation du risque demain. Donc je pense que ce qu'on a posé là, c'est important pour l'avenir. Très bien, merci. Donc ça, c'était un des éléments d'avenir et en discussion. Et puis, il y a eu un autre élément un peu polémique hein, qui a été celui de l'inscription des bois. Bon, parce qu'il a été très relayé ici, l'interdiction du Pernambouc, qui est finalement le bois privilégié des luthiers qui se sont plaints parce que les archetiers non plus ne pouvaient plus travailler s'ils n'avaient pas le droit à ce bois. Finalement, vous avez tenu bon. Ces deux bois vont être inscrits sur la liste des espèces protégées et vont passer à la CITES d'une manière assez. Alors, c'est une très vieille histoire et finalement, bon, vous n'êtes pas seul, vous êtes très nombreux dans les ONG à avoir défendu la protection de ces deux bois. Mais c'est vrai que
il y a un gros lobby derrière. Oui, c'est pourtant les pièces de bois sont pas sont pas très grosses pour mais on peut aussi être les lobbies sont parfois chez nous aussi. C'est pas la première fois que la question vient, c'était déjà le débat à la dernière CITES avec les mêmes parties prenantes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que comme sur d'autres domaines, on arrive à trouver des plutôt que de faire du lobbying et d'investir beaucoup d'argent sur le lobbying contre telle ou telle protection, qu'on arrive à développer des filières alternatives et explorer la possibilité d'avoir peut-être d'autres alternatives. Il Euh, paraît qu'il n'y en a que- pas. Il paraît qu'il n'y en a pas et que ça il n'y en a fait. pas, mais personne n'a pu démontrer le contraire parce que quand on a eu les échanges au sein du ministère, je suis pas sûre à ce jour, la France soit en capacité de pouvoir être sûre que, effectivement, peut-être chez nous, en Guyane ou ailleurs, on pourrait avoir des dispositifs de gestion durable et différentes. Et puis, ça, c'est pas parce qu'il n'y en a pas que ça nous exonère de traçabilité ou et ça nous oblige à avoir une exploitation illégale des derniers sites de production. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'applique à soi-même ce qu'on demande aux autres à appliquer. Notamment, on ne peut pas, d'une main, demander à certains pays d'arrêter le prélèvement massif de viande de brousse contre lequel on se bat, et de l'autre côté, se dire que vraiment on n'a pas d'autre choix pour répondre aux inquiétudes du monde de la musique et que on fait fi de la préservation de l'habitat. Voilà, je pense qu'il faut être aussi logique. Ça fait partie de ce on avait porté il y a 4 ans un manifeste éthique qui a été Et est-ce que c'est réellement de l'éthique? Parce que si on en ouais, croit enfin, enfin, ce que dit le plaidoyer de Robin des Bois, c'est aussi une manière finalement de continuer à dévaster la Mata Atlantica. bah, c'est quand même un principe éthique, c'est de faire le choix de ne pas avoir de ne pas contribuer à avoir une exploitation non durable et ne pas travailler à la lutte contre l'endiguement de l'exploitation illégale. Je pense que ça fait partie. Je comprends moi les préoccupations légitimes du monde de la musique, mais si on applique ça à chaque monde économique, au détriment de la préservation des habitats naturels, enfin, ça va à l'encontre de nos engagements internationaux. Donc, il faut, travailler main dans la main avec le Brésil, si possible, sur l'endiguement de l'exploitation. Et deux, il faut renforcer la traçabilité et la gestion durable. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour d'autres espèces qui sont moins précieuses sur la lutte contre la déforestation. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sébastien, sur, Non, non, je pense que tu as bien résumé et la ce sera le situation. sujet de la CITES dans un mois et demi, un mois maintenant, Mhm. enfin, qui Oui, arrive, mais on l'a sur le annoncé le 24 Ouais. novembre. voilà, sur lequel nous, on reste attentifs, évidemment sur ça, mais sur d'autres domaines. Alors, j'allais dire, on va fréquemment voir les ministres de l'Environnement, puisqu'ils sont fréquemment renouvelés, mais ces préoccupations, on les portera aussi dans nos échanges et nos dialogues. La CITES, même si elle est moins suivie et moins connue, comme la COP CMS sur les espèces migratrices, sont quand même des COP extrêmement importantes. Il faut rappeler que c'est l'UICN qui avait contribué à faire créer la CITES parce que justement, elle n'arrivait pas à convaincre qu'il fallait arrêter d'abattre les éléphants pour l'ivoire. Donc, elle a décidé de prendre la main sur le contrôle économique et de contrôler économiquement la gestion de l'ivoire. Et ça a apporté son succès aujourd'hui. Donc, je pense que la France a une obligation, pour le coup morale et éthique, d'être parmi les nations qui portent des exigences fortes au moment de la CITES. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On va pas, avant, on va passer aux questions-réponses, hein. L'un ou l'autre, non? Non, passons aux questions-réponses. Bien, alors façon aux questions-réponses, s'il y en a. Je vous appelle, enfin, je vous invite à lever la main ou bien, alors, hein, Camille Aspin, donc, ok. Là, moi, j'ai pas de questions sur le chat. Yves Guittard, est-ce que la baisse, je vais les lire. Est-ce que la baisse des populations d'oiseaux fait que les insectes augmentent et prolifèrent, ce qui n'est pas nécessairement bon pour certaines espèces d'arbres décimées par certains insectes? Mhm. Non, je pense pas qu'on puisse faire cette corrélation, puisque de toute façon, les espèces d'insectes, et on l'a vu là dans les résultats de la liste rouge européenne sur les abeilles sauvages, les bourdons et les pollinisateurs,
est aussi en déclin avec la transformation des habitats, l'artificialisation, les pollutions, dont l'utilisation massive d'insecticides ou d'herbicides. Donc, je dirais que même évidemment, s'il y a des liens au niveau de la chaîne alimentaire entre les insectes et les oiseaux, les deux sont touchés par les mêmes grandes menaces. Est-ce qu'il y a une autre question? Par contre, ce qui est préoccupant, et ça fait l'objet d'une motion que nous, on a portée au niveau des insectes, c'est le fait que le changement climatique, en fait, affaiblisse les forêts et notamment favorise l'expansion des insectes ravageurs du bois, principalement les scolites, et donc les arbres étant affaiblis sont beaucoup plus sensibles à ces attaques des ravageurs exotiques qui aujourd'hui sont un vrai grand problème pour les forêts en Europe. Et pour le mono spécifique surtout aussi. Tout à fait. Enfin, ça a été démontré. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, j'en vois pas d'autres. On devait peut-être dire un petit mot sur les aires marines protégées, Sébastien. Oui, alors les aires marines On n'en a protégées, pas parlé longuement. Je croyais qu'il allait y avoir des questions, mais il y en oui. Bah, c'était effectivement pour revenir sur cette question océan, sur l'enjeu des. Donc, vous l'avez dit, ça a été. On a eu plusieurs motions hein, sur les océans, dont. Alors, ce qui est intéressant, c'est on a beaucoup parlé à Marseille des fonds marins, et donc avec cette motion, et là encore, on voit le pouvoir d'influence de l'UICN. Donc, c'était une motion demandant un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Alors par contre, c'est là où la France s'était abstenue, puisque dans sa stratégie France 2030, il y avait identifier en fait cette opportunité d'aller extraire les métaux et les minéraux dans les fonds marins, position sur laquelle est revenue la France, notamment au moment de l'UNOC 2. Donc c'est clair que cette décision internationale de l'UICN demandant ce moratoire a clairement joué au niveau mondial et notamment au niveau de la position française, parce que nous, on l'a défendu après au niveau des instances françaises. Donc on a beaucoup parlé en fait du sol marin et là, dans l'émotion du Congrès mondial, on a beaucoup parlé de la colonne d'eau, donc l'ensemble de la colonne d'eau. Donc à la fois, on avait une motion qui était portée par Under the Pole sur la protection de la zone mésophotique. Donc ce sont les zones de faible profondeur en fait dans l'océan. On a une motion qui a été adoptée sur la zone mésopélagique. Donc la zone mésophotique, c'est entre 30 et 200 mètres. Et la zone mésopélagique, c'est entre 200 et 1000 mètres. Et donc, qui sont des zones extrêmement importantes pour la protection de la biodiversité marine. On a aussi une motion sur la protection des monts sous-marins. Donc voilà, donc l'UICN reste très positionné en faveur de la protection des océans. Et comme vous l'avez dit, nous on a beaucoup soutenu, et donc c'est une motion qui a été adoptée sur le fait que l'UICN soit proactif maintenant avec l'entrée en vigueur prochaine du traité BBNJ, donc de la protection de la haute mer, sur la mise en place d'un réseau d'aires marines protégées, puisque Oui, si on parce veut qu'à atteindre en fait, à l'UNOC, on avait quand même eu un gros débat sur les aires marines protégées françaises, hein, euh, oui. et sur leur surface et sur leur extension. Donc, c'est quelque chose qui est très polémique encore, hein. Oui, tout à fait. Alors, ce sera peut-être moins en fait dans la haute mer parce que c'est vrai que la plupart des activités humaines se concentrent plutôt près du rivage. Donc là, on va être dans la haute mer, au-delà des 200 miles marins. Et donc, nous, on préconise, mais de la même façon dont on avait préconisé un renforcement du niveau de protection des aires marines protégées dans les eaux territoriales françaises, d'avoir un réseau d'aires marines protégées qui vise une protection forte dans la haute mer et qui soit significativement représentatif. Et en fait, c'est très important puisque si on veut atteindre cet objectif mondial de 30% de l'océan protégé d'ici 2030, jusqu'à présent, on ne pouvait pas le faire ou ça s'est fait très peu puisqu'il y a en fait une dizaine d'aires marines protégées dans la haute mer à ce jour.
Donc, on a moins de 3% de la superficie qui est protégée, moins de 1% en protection forte. Et donc, on a un très grand enjeu à protéger ces deux tiers de l'océan avec un vrai réseau d'aires marines protégées d'une protection avec un niveau de protection fort. Et vous croyez que d'ici la COP Biodive, vous allez avoir vraiment réglé le problème des aires marines, de l'extension des aires marines françaises? Alors, C'est pas tout à fait l'objet de la COP Biodive de toute façon. oui, Si dans les 30, 30, Ouais. ça le sera obligatoirement. Je pense qu'on aura un certain nombre de sujets qui vont se décaler vers la COP Océan. alors, ce qui est important aussi à la COP16 de Cali, c'est que il y a une décision qui a été prise sur ce qu'on appelle les EPSA, donc ces zones marines d'importance pour la biodiversité, qui permettent aussi de continuer l'inventaire pour pouvoir localiser où sont les zones marines les plus importantes au niveau mondial et de pouvoir mettre la protection justement au bon endroit, c'est-à-dire là où on a des zones importantes pour la biodiversité. Très bien. Autre chose? Peut-être Bon. un sujet qu'on n'a pas évoqué qui était assez important lors du congrès mondial, c'est aussi les droits de la nature, qui a été un sujet beaucoup évoqué. Nous, on avait une motion justement pour que ce soit davantage approprié et décliné dans les territoires. On a parlé aussi, il y avait une démotion sur la reconnaissance des droits de l'Antarctique, justement sur aussi cette responsabilité éthique qu'on a vis-à-vis des océans. Donc tout ce sujet sur les conférer davantage de droits à la nature pour renforcer leur protection sur le plan juridique a été aussi un sujet qui a fait l'objet de plusieurs motions et de plusieurs débats lors du Congrès mondial. Et vous croyez que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et de prendre de l'importance? Oui, on voit C'est qu'il y a même plein enfin, d'initiatives qui se ouais. développent au niveau international et que ça suscite de plus en plus d'intérêt. Alors, on n'a pas Et tout. c'est pas récent pour l'UICN, hein, parce qu'on avait déjà une motion en 2012 qui était Hmm. la première forme de reconnaissance du concept. Donc c'est quelque chose de longue haleine, même si c'est moins partagé peut-être chez un certain nombre d'acteurs institutionnels. Pour l'UICN, cette idée d'incorporation des droits de la nature, de reconnaissance puis d'incorporation des droits de la nature, c'est un sujet qui avance congrès après congrès, et on a quand même des La acteurs jeune vraiment. génération est très sensible. Et en Amérique du Sud, où on a beaucoup d'acteurs, enfin, on a beaucoup d'ONG qui sont partie prenante, et on a aussi le poids des peuples autochtones. D'ailleurs, que ce soit en Amérique du Sud ou même en Océanie, le sujet est beaucoup plus accepté et beaucoup plus intégré, y compris dans les hautes cours de justice, ce que ça l'est chez nous et depuis plus longtemps, hein. Les décisions en Inde, c'est 2017, en Nouvelle-Zélande, c'est à peu près la même époque. Donc, j'allais dire que finalement, l'UICN a été un peu en anticipation, à nous maintenant de peut-être faire progresser, comme on l'a fait à travers cette motion française, de faire progresser Et on les voit ça arriver aussi au niveau en France, européen. hein, justement. On voit arriver le problème en France, hein. Il y en a eu déjà. La Loire a eu une reconnaissance, déjà non? Là, alors après, on en est encore aujourd'hui à de la reconnaissance philosophique, hein. Symbolique. Oui. Pas à la norme juridique, mais en tout cas, c'est aussi le cas pour la Seine, après l'adoption de la ville de Paris, après la décision de l'adoption du Conseil de Paris, qui est aussi un des membres du comité français de l'UICN. Je pense que ça fera partie des droits évolutifs comme on a eu sur la reconnaissance juridique de d'autres concepts, sur la réparation ou à l'image des class action des États-Unis qui étaient très en retard en France et qui finalement se sont développés assez vite. Et puis nous, on a des gens qui travaillent, des experts au sein du comité français qui travaillent sur plus que sur un concept, sur donner une réalité vers une reconnaissance de droit écocentré plus au-delà même du concept de droit de la nature, quoi. D'autres choses? Non. Est-ce que tu avais évoqué, Sébastien, les gardes de l'environnement, aussi le fait qu'on avait eu des reconnaissances et des prix dans notre collaboration avec l'Afrique?
Non, ça, j'en ai pas parlé. On a, alors peut-être très rapidement, parce que je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on essaie de porter en valeur. Généralement, la Commission mondiale des aires protégées, c'est d'honorer un peu les défenseurs de l'environnement. Et cette année, ils ont reconnu 13 gardes ou équipes de garde. C'était parfois le dirigeant de l'équipe de garde, hommes et femmes. Ils les ont dotés de prix aussi financiers pour les aider à accompagner sur le terrain. Et parmi ces équipes, on avait un représentant qui est un représentant du Bénin qu'on soutient et dont on soutient les programmes. C'est pour se dire que la lutte contre les parcs de papier qui est évoquée par Sébastien, c'est pas juste virtuel ou du concept de plaidoyer, mais c'est vraiment du concret et que très souvent, en plus, ces gardes sont issus des communautés locales qui créent un vrai lien entre la population et la conservation. Donc voilà, on était assez fiers de cette reconnaissance internationale. Et pareil, si ça peut vous intéresser, on a pas mal de jolies histoires sur ces hommes enfin, ces dévouements d'une vie ou d'une communauté à la protection locale et ça permet aussi de donner un autre regard et ça rejoint le sujet PPI, qu'il faut quand même c'est plus facile de se battre contre les braconniers depuis un bureau à Bruxelles ou quand on est un diplomate que sur le terrain quand c'est sa famille qui risque sa vie. Et donc je pense que c'est aussi des histoires qu'il faut raconter pour donner, c'est pas toute une population, enfin, les gens qui se battent sur le terrain sont aussi le reflet des gens avec lesquels on travaille et ce sont c'est eux les premiers gardiens en fait de la planète dans un certain nombre d'espaces, autant en Amazonie qu'en Afrique où on est beaucoup investi. Donc voilà, moi je vous invite à, si vous le souhaitez, on vous transmettra peut-être même les coordonnées de ce garde et de nos équipes qui travaillent avec lui parce que je trouve que c'est important de les mettre en valeur. Et absolument, et c'est un énorme travail. Moi, j'avais tout. Enfin, à l'époque de Gaïa, on avait fait un gros reportage justement sur les gardes du Burkina Faso qui essayaient de lutter contre les braconniers et notamment les braconniers d'éléphants parce que et puis avec le problème après des éléphants. Alors justement, puisqu'on était dans les félicitations, Maud, vous avez été vous-même euh, finalement, vous avez une casquette de plus. Alors, il y en avait déjà pas mal, mais donc maintenant, vous voilà conseillère régionale de l'Europe de l'Ouest. Alors, ça veut dire quoi, ça, en plus Alors, de alors la... j'avais été élue au Congrès à Marseille et j'ai été réélue. En fait, on a à l'UICN une sorte de conseil d'administration mondiale avec une trentaine de membres. Et donc, on n'en a pas un par pays. Et on a la chance d'avoir un poste pour la France et qui représente l'Europe depuis Marseille, pour le poste pour lequel j'ai été réélue, ce qui est une vraie campagne électorale, plus compliquée que les campagnes municipales françaises. Par comparaison, je peux vous le dire, puisqu'il faut convaincre sur aussi notre vision du monde, le droit, comme je l'expliquais, nos programmes. Et je pense que c'est aussi une chance pour nous de pouvoir montrer ce qu'on fait bien et essayer d'accompagner. On a quand même 23 pays dans notre réseau francophone, qu'on a réunis d'ailleurs à l'occasion sur le dernier jour en fait du pavillon sur l'espace France. Et je pense que c'est aussi pour ça en fait qu'il est important qu'on ait une voix française et francophone. Donc voilà, donc pour 4 ans, avec j'espère la capacité de pouvoir amplifier ce qu'on fait déjà bien et de montrer les réussites françaises. Alors, j'ai vu également, mais là, c'est presque un intérêt presque personnel, qui avait un gros travail qui avait été fait concernant la- l'avancée de la diplomatie pour la paix bleue notamment, et pour prévenir les conflits qui pourraient être les conflits de l'eau autour de ce qui pouvait être des fleuves transfrontières, hein. Donc, vous avez travaillé là-dessus. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner? J'ai vu qu'il y avait un lien avec le programme Bridge européen et que vous aviez notamment travaillé sur un WED entre l'Algérie et la Tunisie. Donc, en savoir un peu plus sur cette diplomatie euh, que vous mettez en place, hein, mais je l'ai lu dans les travaux de l'UICN. Oui, l'idée c'est d'arriver à faire de la coordination aussi transfrontalière, même là où ça se passe pas forcément bien. On a Est-ce que Sébastien. vous avez plusieurs exemples? Oui, justement. C'était que le rapport européen, il date de 2023, 2022, je sais plus. On a fait un rapport européen, notamment au moment du conflit Ukraine-Russie, sur lequel il y avait une analyse de comment maintenir les corridors, maintenir la coopération transfrontalière. On a des acteurs français comme IFO, par exemple, qui travaillent beaucoup sur la sauvegarde
notamment des animaux en période de crise et de conflit, mais pas uniquement. Et puis on a un rapport européen qui porte justement des propositions de collaboration et de diplomatie sur ces zones-là. Ça, je pense que, compte tenu de l'actualité, même des motions d'urgence qui ont été déposées à ce congrès, ça va rester malheureusement une question prégnante. Et on essaie de revenir toujours, nous, au droit, mais aussi à la science, pour montrer que les effets qu'on peut avoir sur la construction de corridors, de frontières, de barrières, que ce soit dans les forêts de Pologne ou entre le Mexique et les États-Unis, ont des incidences directes sur notamment la faune. Voilà, donc c'est vraiment cette première. Il y aura une référence particulière à l'issue. Il y a le premier rapport qui a été surtout porté sur l'Europe. Et je sais, on n'a pas évidemment, et ça dépendra pour beaucoup du prochain conseil, on avait, je ne sais pas si tu te souviens, Sébastien, du nom de la motion, mais sinon on pourra vous retransmettre la motion qui portait justement sur le conflit qui a été proposée par le Liban. Après, il faut trouver les modalités pour que ce soit acceptable et que ce ne soit pas l'importation de conflits à l'intérieur de l'UICN qui aujourd'hui en est exempté. On a la chance d'être dans une instance où les gens réfléchissent encore avec le droit et la science, mais justement, c'est de voir les effets, de comprendre que toutes les crises sont interconnectées, y compris les crises en situation de guerre. Je n'ai pas le titre du rapport, mais je pense qu'on pourra vous le retransmettre, peut-être même le rapport en intégralité sur ce sujet. Et puis, on a également travaillé sur la diplomatie féminine, une autre motion qui a été adoptée à l'initiative de la France par vote électronique sur, alors c'est pas tout à fait le même sujet, mais sur le renforcement en fait non pas enfin de l'outil d'influence diplomatique, euh, le renforcement du leadership féminin, pas par féminisme idiot, mais pour se dire notamment que il faut intégrer la question de genre. On a moins ce problème en France, mais en tout cas dans les programmes qui sont financés, pour faire en sorte que les programmes qui soient financés aient un impact aussi sur cette partie de la population, mais aussi intègrent dans leur gouvernance des femmes. Pas uniquement comme bénéficiaires, mais aussi comme gestionnaires. On a d'ailleurs porté un événement au sein du pavillon France sur ce sujet, avec des exemples sur l'éducation, sur l'intégration des femmes dans les pouvoirs de décision. Et ça fait partie de ce que peut arriver à porter l'UICN, alors qu'on n'a pas forcément tous le même point de vue sur ces sujets à travers le monde. Voilà, mais qu'on suivra avec intérêt. D'ailleurs, la France a, dans la suite du congrès, reçu le Conseil de la diplomatie féminine au Quai d'Orsay quelques semaines, enfin quelques jours après le congrès mondial. Très bien. Est-ce que vous avez aussi des dates, enfin l'agenda, on a évoqué la COP 20, on a évoqué aussi la prochaine réunion Océan BBNJ. Ben, il y a la COP 30. Il y a la COP 30, bien La sûr. COP 30 Ah, pour lequel on a, nous, on est les très, enjeux très répétés. mobilisés déjà sur cette COP 30, oui. Enfin, l'enjeu pour nous, enfin pour l'UICN, c'est de faire en sorte que les engagements climatiques ne se fassent pas au détriment de la biodiversité. On a d'abord porté ces sujets au sein de nos propres COP, notamment aussi sur les questions de subventions, pertes et dommages évoquées par Sébastien. Et puis là, on est Belém, la COP va être au sein de l'Amazonie, de la forêt amazonienne, avec quand même une idée de protection de la forêt amazonienne qui est considérée comme le régulateur climatique mondial. On avait d'ailleurs adopté une motion de protection au congrès de l'Amazonie, au congrès précédent à Marseille. Et tous les thèmes sont associés pour l'UICN: déforestation zéro, protection des peuples autochtones, carbone forestier, gouvernance transfrontalière que tu évoquais, bioéconomie. Donc on a vraiment des sujets de justice et de Est-ce droit que en matière de c'est biodive et de climat. un exemple particulier quand vous citez, par exemple, il faut que tous les engagements qui vont être pris pour le climat, enfin pour la baisse hein, du réchauffement, ne portent pas atteinte, ne portent pas préjudice à la biodiversité. Vous pensez à quoi particulièrement? Bah, on a l'exemple le plus classique que tout le monde a en tête, mais c'est l'idée de ne pas faire du crédit carbone en plantant n'importe quoi en linéaire et en monoculture pour faire du crédit carbone au détriment de l'écosystème local. Et peut-être aujourd'hui, c'est comment on finance la résilience bleue, le rôle des aires marines protégées.
pour les financer parce qu'elles ont une vraie action climatique dans la suite de l'adoption de BBNJ. Trouver des alliances entre les pays frontaliers et avec des économies émergentes. C'est d'ailleurs ce que veut porter la COP, ce qu'a indiqué le Brésil dans son souhait politique pour la COP, c'est d'avoir un tournant sud-sud. Alors ça va être aussi conflictuel que Cali, à mon avis, mais l'idée c'est d'avoir un travail entre pays frontaliers, forestiers. Et en voyant quel système de rémunération on pourra avoir. Donc voilà, je pense que s'il y a il y a un vrai enjeu pour nous parce que tout le monde parle des 10 ans de Paris et on a raison d'en parler puisque une partie des obligations aujourd'hui par État sont ceux de l'agrément de l'accord de Paris. Mais le sujet, c'est d'arriver à ce que nos sujets climat qu'on avait dans les COP biodives, on arrive à transporter les sujets biodives dans les COP climat. Et ça, c'est quand même pas totalement gagné. On a plus de facilité sur les débats, notamment en matière finance, lorsqu'on va à Montréal que lorsque on va, à mon avis, au Brésil. Donc il y a comme à peu près toutes les délégations, parce que l'UICN sera présente, l'UICN Monde sera présente, comme toutes les délégations ont eu du mal à se loger. On vient toujours au gomme-crayon, mais ça a été quand même un grand frein, alors que ça devait être la COP de la décennie. On espère que, voilà, que les débats seront ouverts. Et surtout, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va dépasser ce qu'on avait suivi, nous, euh, avec Sébastien Cali, c'est-à-dire les questions de débat sur les fonds, la création des fonds, et qu'on ne soit pas dans un débat nord contre sud ou plutôt sud contre nord, et qu'on puisse avoir vraiment un dialogue sur les nouveaux mécanismes de compensation. Voilà, et puis on a une commission climat qui travaille aussi sur ces sujets au sein de l'UICN France qu'on a créé il y a 1 an et demi, donc qui pourra aussi apporter ou contribuer à avoir un regard particulier sur les sujets qui nous préoccupent, nous, plus que l'Amazonie, enfin en tout cas de façon Alors, plus moi, de je vous proximité. invite à mon tour à aller sur le site de l'AJE aussi, où il y a eu énormément de webinaires qui ont eu lieu en préparation de la COP, et notamment un dernier webinaire avec Marc Schinderman, je vais écorcher son nom, enfin du site EPA, qui a été effectivement une mise au point extraordinaire, hein, sur l'histoire des finances, hein, des fonds et de la politique du climat avant la COP30. Donc voilà. Et puis peut-être Juste autre, peut-être sur ce pardon. point, c'est que effectivement la question climat nature est au cœur des préoccupations de l'UICN. Donc on essaye de faire rentrer, comme l'a dit Maud, à la fois de pouvoir miser sur la nature, c'est-à-dire en protégeant les grands écosystèmes encore intacts à forte intégrité écologique, et aussi en se disant que quand on restaure une nature dégradée, que ce soit des forêts, des zones humides. On restaure en fait des capacités de captage et de stockage du CO2 et dans le même temps éviter, comme vous l'avez dit, des actions qui pourraient être bonnes pour le climat mais négatives pour la biodiversité. Donc, et ce qu'on pousse finalement, c'est que on est en 2050 un double objectif, à la fois de neutralité carbone et d'un monde positif pour la nature. Et donc ça aussi, c'était des sujets qui ont fait l'objet de débats et de motions au Congrès mondial de la nature de l'UICN. Et qui sont loin d'être terminés parce que ils vont être avec la baisse, hein, de la captation carbone par les arbres, l'océan qui apparaît être celui qui va compenser. Et il va Mm. falloir faire très attention dans les deux débats en cours justement à cette question d'équilibre, hein, Tout à fait. la biodiversité. Et Donc puis, c'est loin d'être terminé. Et puis peut-être sur l'agenda, parce que les deux COP vont quand même être très liés, le Brésil, après avoir passé beaucoup de temps dans les monarchies du Golfe, on est au Brésil maintenant, au Brésil va se tenir également la COP sur les espèces migratrices que j'évoquais tout à l'heure. Alors c'est souvent très technique, je sais que c'est peu suivi. Il y avait eu un formidable papier dans l'IB, sans faire de pub à personne, il y a 1 an, parce que c'était très explicatif et je pense que
on est quand même sur des choses qui peuvent intéresser le grand public. Et c'est en gros le travail avec des rapports scientifiques préalables sur les actions concertées pour la conservation transfrontalière. Transfrontalière, c'est quand une espèce franchit une frontière. Dieu sait qu'il y a des frontières virtuelles, que ce soit en Europe centrale ou dans toute l'Afrique décolonisée, où on a tracé des traits comme ça au milieu d'écosystèmes qui auraient jamais dû être séparés. Et donc, il va y avoir un focus particulier sur habitat, forêt, zone tropicale et sites clés de la biodiversité. Et ça va certainement être connecté avec la COP 30. Et pour Lucienne, évidemment, c'est important parce qu'on a une partie des motions et des recommandations qu'on écrit, nous, sur les changements d'annexes, sur des plans pour les espèces qui sont suivis. Et puis, il y a des exemples positifs, comme l'antilope saigai qui devrait être éteinte aujourd'hui et qui, grâce à ces mesures de protection et ces corridors aujourd'hui et ces plans de réintroduction, compte plusieurs milliers d'espèces. Donc, il y a une vraie synergie cette année entre cette COP climat au Brésil, la CITES qui va être quand même importante avec beaucoup d'enjeux cette année, cette COP migration et qui se terminera par la COP CBD en Arménie où le sujet émigration et haute mer sont des sujets montants. Donc voilà, peut-être à regarder de façon plus particulière. Oui, c'est une ministre qui connaît bien le problème des migrations d'espèces, puisqu'elle a travaillé longuement sur le tigre. Mm. Donc, avec ce souci, cette préoccupation justement de l'extraterritorial. Bien, bah, écoutez, je vous remercie. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense que on va se quitter, sauf si vous pensez avoir quelque chose encore de très important. Mais on vient de terminer là sur un agenda qui m'apparaît bien lourd et je pense que on va se donner d'autres rendez-vous qu'on préparera peut-être un peu plus longuement parce que là, on s'est trouvé un petit peu pris entre toutes ces COP. C'est vraiment un tunnel le mois de novembre. Voilà. Mm. Merci à Merci vous. beaucoup, merci Merci. Dominique et merci à tous. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci Dominique.